Salut la team rentable, putain, bonne année, bonne santé, surtout la rentabilité. Bon, bienvenue, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Ça y est, c'est la rentrée, fini les vacances, je suis reposé, en pleine forme et prêt à en découdre avec toi pour péter la gueule des pouces bleus dès les premières vidéos. Là, on reprend les bonnes habitudes en 2022. Je me suis bien reposé, j'ai également eu le corona comme à peu près 99% de la population en ce moment, j'ai l'impression. Mais t'inquiète, si c'est ton cas actuellement, ça se passe bien. Nous revoilà en 2022. Aujourd'hui, je veux faire un overview global aujourd'hui avec toi parce que tu l'as vu, j'ai envoyé sur mon petit Instagram, pouf là, hop, petit forçage, abonne-toi à mon Instagram. Sur mon Instagram, l'habituelle boîte à questions. J'ai eu plein de questions, merci, ça m'a donné plein d'idées de vidéos. Là, on va renchaîner, là, tu vas voir, on va avoir une vidéo tous les jours ou quasiment tous les jours suivant les semaines là à venir. Plein d'idées. Mais il y a quelque chose qui est revenu pas mal, c'est le marché est trop haut, les valorisations sont trop hautes, ça va se péter la gueule, ça va se cracher, le grand crash, la grande bulle, blablabla, tu connais, toujours la même histoire. Donc je voulais faire un point très précis avec toi aujourd'hui là-dessus et on va faire du coup un overview global des marchés financiers. Ça va englober bien sûr les marchés actions, on va parler des taux, on va parler tu vas voir, du FOMC, on va parler des hausses de taux directeurs, on va parler des obligations, risk-off, risk-on, on va parler des indicateurs qui peuvent nous dire si oui ou non on est sur un début de crack ou si on risque un crack ou va y avoir un crack qui, je te rappelle, la définition est quand même une baisse importante et d'un seul coup, vraiment violente des marchés financiers. Donc est-ce qu'on va voir un moins 20, moins 30, moins 40 ? Des gens parlent de moins 80%. Est-ce que ça va s'insinuer dans l'économie globale ? Est-ce que ça va aussi toucher les cryptos ? On va aussi parler des cryptos. Bref, on fait la photo là. C'est le début d'année, là on est quoi ? 10 janvier. C'est le moment de faire la photo et de se demander où est-ce qu'on est positionné. Tu vas voir dans cette vidéo, il va y avoir plein d'indicateurs, il va y avoir de la méthodologie, on va parler de fondamental et beaucoup d'analyse fondamentale et on va quand même avoir des graphiques parce qu'on peut faire du fondamental avec des graphiques. Je vais te donner plein de tips, plein d'indicateurs, plein de choses que tu peux surveiller toi-même et on va comprendre tout ça. Ok ? Et d'ailleurs, tant que j'y suis, la vidéo de demain, si celle-ci atteint 1000 likes, ah ouais, on part en 2022, on est énervé. Elle sera sur un deuxième sujet que tout le monde me demande en ce moment, le sujet métavers et NFT. Donc si là, aujourd'hui, on fait 1000 likes, la vidéo de demain, 1000 likes minimum, je pense qu'on va les éclater comme d'habitude. La vidéo de demain, ça sera sur quel projet investir, comment investir, etc. Autour du métavers et des NFT. On commence, t'es chaud ou pas ? T'es chaud ? Le petit disclaimer qui va bien comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil financier, je ne fais pas de conseils financiers sur YouTube, je fais simplement des vidéos d'analyse et de formation et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors parlons des taux, les fameux taux, les taux d'intérêt, les taux directeurs, les taux, les totaux, la tête à toto. On en parle de partout de ces taux et en ce moment, on craint une possible hausse des taux directeurs. J'ai déjà fait une vidéo sur les taux et sur comment ils s'insinuent dans l'économie et quels sont les effets des taux sur l'économie et pourquoi les banques centrales touchent aux taux et jouent avec les taux. Tu peux la trouver ici. Donc on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais ce qui fait peur à tout le monde en ce moment, c'est en effet qu'il y ait des mouvements de taux. Et s'il y a des mouvements de taux, forcément, on va avoir des effets et sur l'économie, mais également sur les marchés financiers. Et là-dedans, je te mets la totale, que ce soit les actions, les cryptos, etc. Et étant donné qu'on peut avoir ces mouvements-là, ce qui nous intéresse pour nos investissements, c'est d'être capable d'anticiper tout ça. Alors pourquoi ? Déjà, premièrement, on parle de mouvement de taux. Très simplement parce que et voilà, ça c'est la gueule de l'inflation actuellement, qu'elle soit projetée ou réalisée. On est donc c'est l'inflation US, je te grossis un petit peu, on est aux alentours de 5% d'inflation avec des hausses annualisées au-dessus de 6-7% projetées. Donc on a en effet une inflation qui augmente et on en avait déjà parlé aussi sur plusieurs vidéos en 2021. On ne parle pas d'hyperinflation, on est très loin du phénomène d'hyperinflation, on parle tout simplement d'inflation. Mais oui, tu vois la courbe, l'inflation
augmente réellement, sérieusement, et forcément, la Banque centrale aux États-Unis, son rôle, je te le rappelle, il est double. De mener des politiques qui permettent de contrôler l'inflation, et deux, de mener des politiques qui permettent d'arriver au plein emploi ou de diminuer le chômage. Donc ils ont cette double casquette. Quand l'inflation augmente, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les taux. Voilà ce qui se passe actuellement au niveau de la Fed, quand le FOMC se réunit, donc c'est tous les gens qui sont dans un comité et qui vont prendre des décisions, se dire ok, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter. On a chaque personne, chaque votant de ce FOMC qui est représenté par un point jaune, et ces points jaunes permettent de projeter ce qu'il va possiblement se passer. Ce qui nous intéresse déjà, c'est ici 2022. Donc tu vois, chaque votant, on a quand même une surreprésentation, là où on a une grosse ligne jaune, aux alentours d'une hausse des taux, aux alentours de 1%. Tout simplement, juste en dessous de 1%. Et puis sur 2023, c'est un petit peu plus disparate au niveau des votes, 2024, etc., etc. Ce qui nous permet de tirer la ligne médiane verte qui nous donne la possible hausse des taux à venir dans les mois, années à venir. Si on regarde ça d'un point de vue chiffré, on le trouve également ici. C'est très simple, pour 2022, on se trouverait, si ça continue dans le sens où c'est parti, à 0,875, quasiment 1%. Donc, alors pourquoi ça fait peur à tout le monde ? Pourquoi depuis que on l'a annoncé, les marchés financiers bougent, pourquoi ils réagissent, et pourquoi finalement on parle de crack, on parle de prendre ses profits, on parle de rotation sectorielle, etc., etc. Alors, on l'a déjà vu ensemble, les hausses de taux vont créer quelque chose, en effet, une espèce de mouvement en cascade sur l'économie, et notamment deux grandes choses. Permettre d'améliorer le rendement des placements sans risque, qu'on va tous mettre dans une grande catégorie qu'on appellera risk-off, et baisser le rendement par voie de forcément vase communicant des placements risqués qu'on appelle risk-on. Donc globalement, les risk-on, c'est quoi ? C'est tout le marché action, et puis on mettra aussi les cryptos à l'intérieur de ces risk-on. Et les risk-off, globalement, c'est quoi ? C'est tout le marché monétaire, et on va simplifier sur cette vidéo en parlant uniquement des obligations, qui est la grande partie des risk-off qui va nous intéresser. Donc en effet, étant donné que l'économie globale suit les taux, les banques de détail suivent les taux, les banques centrales entre elles se tirent la bourre également sur les taux pour pas qu'il y ait d'effets trop disparates, parce que forcément on a une économie qui est très compétitive, une autre qui l'est pas. Donc tout vient un petit peu s'aligner. Et étant donné que les banques après qui vont prêter aux entreprises suivent les taux, les banques qui vont prêter aux particuliers suivent les taux, les particuliers empruntent plus ou moins suivant les taux, etc. En gros, ce qui se passe à la fin, c'est que on a une vélocité de l'argent plus importante ou moins importante dans l'économie, et on a plus ou moins de production de prêts dans l'économie, ce qui va générer tout un tas de bordel. Et le principal, un des principaux, en tout cas pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir un peu cette rotation entre les risk-on et les risk-off, puisque si on peut avoir peu de risques et du rendement, pourquoi aller chercher du risque ? Puisque ce qu'on fait en général, c'est qu'on va chercher du risque quand on peut avoir peu de rendement. Donc on va chercher du risque pour augmenter ce rendement. Mais si sur un risk-off, donc par exemple une obligation, on peut aller chercher des rendements intéressants, pourquoi aller chercher du risque en fait ? Donc c'est ça qui se passe sur les marchés. Alors attention, on n'est pas en train de parler de rendement sur les risk-off qui vont être fous. Si on regarde les projections de l'an prochain, on va avoir des taux aux alentours de 1%, donc les risk-off ça va être quoi ? Du vrai risk-off, du vrai taux sans risque, ça va être du 0 et quelques, 1, peut-être 2. Allez, peut-être 3 quand on reste dans du investment grade, dans quelque chose de peu risqué. Donc ça ne va pas être des pourcentages fous. Toi, c'est sûr que toi, moi, n'importe qui, petit investisseur, gens qui font de la bourse, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais il faut comprendre que là, quand on fait une analyse macro sur des événements aussi cataclysmiques, entre guillemets, aussi importants sur les marchés financiers que des mouvements de taux, on ne s'intéresse pas à toi, moi, nous, petits épargnants. On s'intéresse aux gens
aux institutionnels, aux professionnels qui ont énormément d'argent placé sur ces marchés. On parle en milliards, en dizaines de milliards, en centaines de milliards, et on parle des fonds de pension, on parle des assurances vie, on parle des institutionnels au sens large, des hedge funds, etc., etc. Donc eux, ils sont pas all-in, ils sont pas tout risk on, tout risk off, tout cash, tout pas cash, tout placé, tout pas placé, tout US, tout pas US. Ils mettent en place des stratégies et ils jouent avec leurs allocations, comme on le fait nous quand on est des investisseurs intelligents, mais à une échelle bien plus importante et avec des mouvements bien plus progressifs, parce que tu imagines bien que tu désinvestis pas 100 milliards des actions pour mettre 100 milliards dans les obligations du jour au lendemain. Ça va se passer sur 3 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, ok ? Donc on va avoir une transition qui va se faire, qui va être assez lente. Toujours est-il que cette transition se fait assez lente, c'est pour ça qu'on n'a pas des mouvement super erratique des marchés financiers, mais elle se fait quand même. Il y a quand même des mouvements de capitaux, et on le voit en ce moment, et on va le voir plus tard quand on va retourner sur les charts. Il y a des mouvements, et oui, il y a des baisses de certains actifs et des hausses d'autres. Ok ? Donc maintenant, ce qu'on a tendance à dire, en effet, c'est que, ok, du coup, il y a un raccourci qui se fait là, je le vois beaucoup sur Internet en ce moment, un peu dangereux, un peu très rapide, qui consiste à dire, ok, si les banques centrales vont augmenter les taux, oulala, au secours, sauf qui peut, et on a plusieurs discours, il va y avoir un crash, c'est le pire, ou alors les actions vont baisser, dans quoi est-ce qu'on va investir ? Et c'est bien toute la question. Alors j'aimerais qu'on creuse un petit peu cette question, parce que tu vas voir que c'est quand même un petit peu plus nuancé que ça. Voici la courbe en bleu des taux de la Fed, Banque centrale américaine, et en violet, je les comparais au taux de la BCE, donc Banque centrale européenne. Okay, on voit que, au fur et à mesure de l'histoire, sur tous les derniers mouvements de taux, bien, la Banque centrale américaine est toujours en avance, c'est elle qui lead, c'est un leading, c'est les taux leaders, c'est pas compliqué, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans le monde entier, et donc on voit que la Banque centrale européenne fait globalement la même chose avec un petit peu de retard. Et c'est complètement compréhensible puisqu'on sait que l'économie américaine est la plus grande économie du monde. Maintenant, si on met ça en face là, de la courbe que je t'ai rajoutée, qui est le S&P 500, pour pouvoir benchmarker avec le marché des actions américaines, on prend très souvent le S&P 500 parce que c'est ce qu'il y a de plus représentatif. On voit que les hausses et les baisses de taux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait lire ou penser trop rapidement, ou voilà, l'intuition qu'on pourrait avoir sans trop y faire attention, en fait, les actions suivent plutôt les taux. Et on le voit ici, par exemple, en 2000, on part de taux importants. Alors à l'époque, les taux étaient beaucoup plus hauts qu'aujourd'hui. On était aux alentours de 7%. Et on avait un S&P 500 aux alentours de, à l'époque, 1500 points. Hausse de taux, ou taux, on va dire, stable. Le S&P 500 vient faire un pic. Baisse de taux, puisqu'il y a des problèmes économiques, et notamment des grosses contractions, et notamment des gros soucis, et notamment la bulle Internet. Donc, baisse de taux, baisse de taux, baisse de taux, les actions baissent. Hop, on vient jusqu'en 2003, on vient trouver un bottom sur les taux commencent à remonter, et on trouve un bottom également sur les actions remontent. En tout cas, l'index ici, le S&P 500 remonte. On vient trouver un plateau, fin 2006-2007, on commence à baisser les taux parce que la crise des subprimes, elle n'est pas arrivée d'un seul coup. On a vu des prémices, on a vu des effets un petit peu délétères sur l'économie. Les banques centrales ont commencé à se dire « oulala, ça commence à puer ». Ils ont commencé à baisser les taux. Patatras, bien sûr, on a tous connu la crise des subprimes. Les marchés se pètent la gueule. Puis, on a une dizaine d'années de taux très bas où les marchés repartent à la hausse. Les taux augmentent, les marchés accélèrent à la hausse. Et les dernières baisses de taux qu'on a connues, c'est juste avant la crise du coronavirus. Pareil, il y avait eu certaines alertes dans l'économie, notamment au niveau des obligations, notamment avant même de parler de corona, il y avait déjà eu certaines alertes, les taux commençaient à remonter peut-être un petit peu trop vite, etc. La Fed avait commencé à baisser les taux. Première baisse de taux, première petite correction des actions, et puis patatras, baisse de taux en panique, et arrivée du coronavirus, et on connaît ce qui s'est passé sur le S&P 500. On a le même effet sur les actions européennes, parce qu'on va me dire, mais Yann, tu compares tout le temps S&P 500, etc. Je compare à ce qu'il y a de plus gros, mais
Globalement, et si je le fais, c'est en connaissance de cause, c'est qu'à chaque fois, on peut comparer aux actions européennes, on peut comparer à la Chine. Hein. Globalement, une fois qu'on a ces trois économies, ça y est, on a 80-70% des PIB mondiaux. Il se passe la même chose, pareil avec un petit lag, peut-être un petit peu plus important, puisque quand on compare forcément les taux américains à l'Eurostoxx 600, hein, donc les 600 plus grosses capitalisations européennes, on a le même lag qu'on avait avec les taux de la Banque Centrale Européenne. Mais il se passe la même chose. Globalement, quand les taux augmentent, ça fait du bien aux actions. Quand les taux baissent, ça fait du mal aux actions. Alors c'est un raccourci bien sûr que j'utilise là, c'est pas les taux qui font du bien ou du mal aux actions, c'est tout simplement l'économie. Quand les banques centrales augmentent les taux, elles partent du principe que l'économie se porte assez bien pour leur permettre d'augmenter les taux. Quand les banques centrales baissent les taux, elles partent du principe que l'économie se dégrade ou se porte mal, voire même très mal, suivant la vitesse de baisse de ces taux, et donc elle doit baisser les taux pour accélérer justement les échanges d'argent, les prêts, et injecter, entre guillemets, ou en tout cas liquidifier, accélérer l'argent dans l'économie. Okay, et donc, ça montre quoi ? Ça montre un manque de confiance dans l'économie, et ça montre que les banques centrales et notamment le FOMC, qui ne sont pas quand même des débutants de l'économie et qui voient les mêmes indicateurs que voient les spéculateurs, qui voient les mêmes indicateurs que voient les institutionnels, les hedge funds, etc., et tous les plus gros acteurs sur les marchés financiers, ils regardent tous la même chose. Hein. Et donc ils anticipent une contraction de l'économie, voire même des récessions, et donc ils baissent les taux. Et les actions, forcément, subissent l'économie générale, puisque quand une boîte va mieux, elle fait plus de chiffres, elle fait plus de résultats, on le verra après. Et donc, globalement, les gens investissent dedans, hein, puisque on reçoit les bilans, on voit bien que l'entreprise se porte de mieux en mieux, qu'elle a de plus en plus de clients, qu'elle fait de plus en plus d'argent. Donc, dans une économie qui croît, les actions montent. Dans une économie qui décroît, les actions baissent, tout simplement. Et les taux sont corrélés à ça. Donc, tout ça pour dire, et pour en venir à ma conclusion, que cette hausse de taux, même si elle provoque à court terme des mouvements sur les marchés, n'est pas du tout égale, ou en tout cas historiquement, là on a quand même regardé sur les 30 dernières années, n'est pas égale du tout à forcément une baisse du marché, un bear market, au secours, ça va être horrible. Pas du tout, c'est même plutôt l'inverse. Ça c'est le premier point. Deuxième point, autour de tout ça, qui me fait dire que là, à court terme, il n'y a aucun risque de crash. C'est tout simplement le VIX. Le VIX, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois, on l'appelle souvent peut-être à tort l'indice de la peur. En gros, il va refléter l'activité sur les futurs S&P 500 et en gros, il va nous permettre, en faisant, pour ne pas refaire l'explication qui dure 15 minutes en faisant un raccourci, plus il va monter et plus il va témoigner d'une peur, entre guillemets, des acteurs, puisqu'ils vont chercher à se couvrir avec des contrats, futurs, options, etc. Et donc, vu qu'ils vont chercher à se couvrir, quand on cherche à se couvrir, en général, c'est qu'on flippe que ça baisse. Donc, cet indice va monter dans cette situation-là. Et puis, au contraire, quand c'est un peu le calme plat, quand personne n'a peur, personne ne craint de volatilité sur les marchés, personne ne craint de gros mouvements et de baisse sur ses portefeuilles et ses capitaux, globalement, on cherche moins à se couvrir, on cherche moins à se hedger. Et donc, cet indice-là baisse. Voilà, en gros, mécaniquement, ce qui se passe. Ce qui se passe là, c'est que je t'ai affiché donc les écarts types. Donc en bleu, on est à la moyenne classique, et puis on a les écarts types en rouge. On est en ce moment dans la moyenne, on n'est pas du tout soit vers le haut, soit vers le bas, sur ces dernières années, dans des mouvements qui sont extrêmement violents du VIX. Tu vois ce qui s'est passé pendant la crise du corona. Là oui, on a eu des augmentations franches et violentes, avec des arrêts, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de le voir venir. Tu vois, quand on est passé de la ligne bleue à la première ligne rouge qu'on voit juste au-dessus, on a fait un écart type sur le VIX, on se dit ok, là il se passe un truc qui est significatif, c'est pas un petit blip, non, c'est un gros écart type, ok, tu vois, on a fait d'ailleurs un petit stop entre 1 et 2 écarts types, et là on avait le temps de voir venir ce qui se passait, et là en effet, les actions avaient déjà commencé à dévisser, hein. C'est pas un indicateur qui est en avance, c'est un indicateur qui est on time, mais en tout cas les actions avaient déjà commencé à dévisser, mais elles n'étaient pas encore à moins 30%, loin de là, elles devaient être à moins 5, moins 8, moins 10%, donc là on pouvait commencer à se dire oui, oulala, ça pue vraiment très très fort, et puis après, on voit ce qui s'est passé, hein. On est monté à plus de 3 écarts types. D'ailleurs, je pense qu'on est monté à beaucoup plus haut. Je pense que j'ai pas le calcul se fait même pas au-delà de 3 écarts types sur mon graphe. On voit qu'actuellement, non, on est plutôt dans un calme plat. On est même plutôt dans un
un schéma bas, hein, une distribution basse de ce VIX-là, où on est limite à un écart type en dessous de l'écart à la moyenne. Donc, il n'y a pas, pareil, péril en la demeure, le marché n'est pas du tout en train de se dire, ça est un graphe d'aujourd'hui, hein, le marché n'est pas du tout en train de se dire là, aujourd'hui, oulala, ça pue, non. Oui, il y a une rotation qui est en train de se passer sur les actifs. Oui, il y a une petite baisse, il y a des corrections, on va le voir plus loin. Il y a même, au-delà de corrections, il y a des dégonflements peut-être de certaines bulles à certains endroits, mais on n'est pas dans une peur panique d'explosion. D'ailleurs, regarde, je t'ai fait le même petit exercice qu'on a fait juste avant, c'est que là, j'ai corrélé le VIX au S&P 500, qui est la ligne bleue. Bah, tu vois, je reviens sur le premier arrêt, là, le premier petit arrêt qu'on avait fait entre 1 et 2 écarts types. Tu vois que le S&P 500, oui, il avait dévissé, hein, puisque j'ai la légende, oui, on était passé, on va dire, de 3400 points, 450 points, je pense, à 3200 points. Donc, oui, ça faisait pas plaisir, mais on n'était pas encore beaucoup plus bas. Donc, voilà pour le point VIX. Le point VIX, c'est pas le seul qu'on va faire, puisque y a encore autre chose. Pareil, qui est capable de nous dire est-ce qu'on est dans une panique ou pas. Et pareil, c'est des indicateurs que tu peux te noter et que tu peux avoir le réflexe d'aller voir. On parlait d'obligations en début de vidéo et on parle souvent, quand on parle d'obligations, des fameuses obligations d'État. Donc par exemple, la France qui va emprunter, qui émet sur les marchés une obligation, par exemple l'OAT 10 ans, donc avec un horizon de temps 10 ans, où elle dit voilà, je vais emprunter pendant 10 ans, et puis je vais 10 ans, et je vais mettre un taux, je vais récompenser un taux, hein, je vais donner un taux d'intérêt en échange de cet emprunt. Okay. On a également les obligations américaines, qui sont vraiment le plus risk-off du risk-off, hein, puisque c'est ce qu'on appelle souvent les taux sans risque. Et pareil, ces obligations donnent un taux d'intérêt, ok ? Mais ce n'est pas les seules entités, les États, qui empruntent sur le marché obligataire. Loin de là. Il y a ce qu'on appelle les corporates, donc les entreprises, qui émettent des obligations pour se financer, pour acheter des usines, pour acheter des capacités de production, pour acheter des concurrents, pour émettre de la dette, tout simplement. Et les entreprises ne se financent pas que avec les banques. Quand on regarde ces obligations corporate, qui sont quand même une grosse partie du marché obligataire et qui sont très liquides, on peut en tirer des conclusions, pareil, par rapport à la peur du marché. Puisque mets-toi à la place d'un investisseur institutionnel qui achète ce genre d'obligations. Hein. C'est pas toi, moi, petits investisseurs qui achetons des obligations. On peut le faire, mais c'est rare, hein, puisque ça demande des gros capitaux, la diversification n'est pas la même, et puis c'est vraiment un marché à part entière hein, qu'il faut connaître, et il faut être formé également. Mais la majorité des gens qui achètent des obligations corporate, c'est des institutionnels. Ces institutionnels-là, mets-toi à leur place, tu gères 1, 2, 5, 10, 50 milliards. Tu dois répartir cet argent-là. Tu as beaucoup de risk-on, les actions, les cryptos, etc., puis des risk-off, et notamment les obligations, qu'elles soient d'État ou corporate. Et donc tu te dis, tiens, bah ouais, il y a Thomson qui cherche, il y a EDF qui cherche de l'argent, il y a, je sais pas moi, Total, Apple, qui émet une obligation. Ça me semble sans trop de risque. Tiens, combien il donne de taux d'intérêt ? Tiens, lui 2, lui 3, lui 1, lui 6, lui 9, oulala. Ces taux d'intérêt sont corrélés au risque de défaut. Forcément, quand Apple emprunte sur le marché obligataire, j'ai pas en tête les taux actuels, ça doit être quelque chose, je pense 1%, 1,5%, 2%, ça ne doit même pas couvrir l'inflation actuellement. Mais quand une entreprise en difficulté, ou en tout cas un petit peu avec un bilan un petit peu discutable, avec des difficultés financières, de trésorerie ou en restructuration empreinte, forcément, elle doit donner un taux d'intérêt bien plus important pour compenser le risque que va prendre l'investisseur. Puisque si cette entreprise fait faillite, par exemple, elle ne remboursera pas, elle va faire défaut sur ses obligations, elle ne remboursera pas. Donc l'investisseur institutionnel qui arrive avec 10, 20, 50 millions à mettre là-dedans, il ne va pas prendre 1-2% comme il prendrait avec Apple, il va demander un 5, un 6, un 7, un 9%. Okay, ce qu'on appelle le high yield ou les junk bonds. Okay. Quand on regarde maintenant les rendements de ces obligations-là, on peut en déduire le sentiment des investisseurs. Puisque forcément,
Si globalement tous les rendements de ces obligations-là augmentent, ça veut dire que les investisseurs ont peur que l'économie se contracte, que ça se passe mal, qu'il y ait des faillites en cascade peut-être, ou qu'il y ait des difficultés de remboursement, et donc ils demandent un meilleur rendement, je te rappelle la balance risque-rendement, et au contraire quand l'économie se porte bien, et que ces investisseurs-là institutionnels, qui sont très bons, et bien meilleurs que toi et moi pour analyser le marché, demandent un rendement plutôt plus bas ou plutôt en phase descendante, c'est qu'ils voient l'avenir plutôt radieux et qu'ils n'ont pas spécialement peur. Okay, donc quand on regarde les rendements demandés, on peut en déduire la vision du marché. Okay, c'est un bon indicateur de la vision du marché. Alors voilà les différents index qui répliquent ces taux. Donc la ligne blanche, ce sont les obligations qui sont les mieux notées, qui sont notées A, c'est-à-dire les boîtes qui sont les moins risquées. La bleue, c'est les B, les boîtes qui sont un petit peu plus risquées. Et la orange, c'est les high yield, donc c'est les boîtes les plus risquées. Okay, on a regroupé tout ça dans des indicateurs et ça nous permet de suivre globalement ce qui se passe. Au lieu de regarder entreprise par entreprise, on va regarder au niveau de l'offre globale, d'un échantillon représentatif d'obligations sur le marché américain, en l'occurrence, puisque c'est le plus gros marché des corporate bonds au monde. Qu'est-ce qu'on voit pendant la crise du Corona, avant la crise du Corona? On voit une augmentation tranquille des demandes, entre guillemets, de la demande de taux. Okay, donc les institutionnels, les gens qui prêtent aux entreprises demandent à être mieux rémunérés, et sur les A et sur les B, et sur les high yield qui augmentent bien sûr beaucoup plus fort, c'est ce qui se passe à chaque fois. En gros, plus l'obligation est de qualité, moins elle va répercuter l'augmentation, et plus l'obligation est pourrie, et plus elle va la répercuter. Et on voit que la crise arrive, tac tac tac, les taux augmentent, jusqu'à ce que on y voit un petit peu plus clair sur le Corona, que l'économie reparte, tu connais l'histoire, les actions remontent, etc. Et donc ces taux redescendent. Et rappelle-toi, on a vu que la banque, juste avant la crise du Corona, quelques mois avant, la Banque centrale américaine avait déjà commencé à baisser les taux pour d'autres raisons, mais parce qu'il y avait des doutes sur l'économie américaine. Au moment où la Banque centrale avait commencé à baisser les taux, on avait eu une augmentation toute douce là, qui a commencé à arriver, justement ces obligations corporate. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? En ce moment, pas grand-chose. On a eu un petit sursaut là dernièrement, on a eu une correction en fin d'année qui avait un petit peu fait peur à tout le monde sur le marché. On se disait tiens, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un top, etc. On la voit ici sur le high yield en haut en mi-novembre, juste avant décembre, on avait une petite augmentation qui s'était mise en place, mais rien de bien méchant. Et puis le soufflet était retombé, et là on le voit actuellement. Voilà, on a peut-être une toute légère augmentation, un tout petit plouf là, à partir de mi-novembre. On n'est pas revenu tout à fait à la normale comme on pouvait être en septembre ou en octobre, mais on n'a pas un pic, on n'a pas une augmentation, on n'a pas un espèce de tremplin de saut à ski là, qui est en train de se mettre en place, ou un trend haussier, pas du tout. Donc ça nous montre que quand même les plus gros acteurs de l'économie ne sont pas en train d'avoir peur, globalement. Entre le VIX et ça, on est en train de se rendre compte qu'on n'est pas dans la panique folle. J'ai fait le même exercice qu'on a fait tout à l'heure avec le VIX, j'ai rajouté le S&P 500 pour corréler tout ce qu'on vient de dire. Donc là, qui est en violet, on le voit, tu vois, il a inversement corrélé à ces demandes de yield sur les obligations corporate, puisque, tu vois, crise du Corona, on y revient. Les obligations ont commencé, les taux ont commencé à monter et le marché s'est pété la gueule. Et tu vois comme c'est bien, alors c'est pas un indicateur qui est en avance, c'est un indicateur qui est vraiment on time, mais pour le coup il est vraiment on time, pardon. La crise du Corona elle est là, ça c'était décembre 2018. Tu vois la magnitude, l'amplitude est tout autre. En ce moment, on n'est pas en folie non plus sur ce point-là. Donc, si je dois un petit peu résumer tout ça, oui, on a des augmentations de taux, on ne peut plus les nier, elles vont arriver. Oui, on a une inflation qui est un petit peu préoccupante pour les banques centrales, parce qu'on ne peut pas la laisser partir à 5, à 8, à 9, à 10%, parce que ça pose une série de problèmes, notamment sur les ménages, notamment sur le pouvoir d'achat, et donc sur le chômage, et donc sur l'économie, et donc sur les prêts, et donc bref, on a une économie qui ralentit, donc on ne veut pas laisser l'économie ralentir. Au contraire, on est plutôt là sur un rythme intéressant, donc on veut monter un petit peu les taux, on veut fine-tuner pour laisser l'économie toujours partir, augmenter, s'amplifier, mais ne pas laisser l'inflation partir en live. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Les marchés financiers, eux, forcément,
c'est une machine à anticiper, hein, donc ils sont en train d'anticiper en disant ah du coup on va un petit peu baisser notre risque parce qu'on anticipe que plus tard le risk-off va devenir un petit peu plus intéressant, donc du coup on commence à faire des transferts de capitaux, donc on voit certaines corrections sur certaines classes d'actifs et on va en parler un petit peu plus en détail juste après. Donc oui, il se passe des choses. D'un autre côté, on a les catastrophistes ambulants comme d'habitude qui disent oulala ça va exploser, blablabla. En tout cas, le marché ne voit pas d'explosion arriver, ni au niveau du VIX, qui est un très bon indicateur pour ça, ni au niveau des corporate bonds, ni au niveau de plein d'autres indicateurs, mais je t'en garde pour les prochaines vidéos, parce que sinon la vidéo va durer 8h30. Maintenant, on a aussi un argument qui est parmi les principaux chez les partisans du marché qui va se péter la gueule, ou même du marché qui est trop haut, hein, parce que je polarise forcément le discours, mais il y a un juste milieu entre un marché qui se pète la gueule et un marché qui part en bear market, et il y a encore un autre juste milieu entre un bear market et juste une correction à court terme. Donc c'est ça qu'on est en train de débroussailler. Mais toujours est-il qu'on a un argument qui nous dit, ok, les PE, donc les price earning ratio, hein, PE ou PER, hein, c'est pareil, sur le S&P 500 sont super hauts. Ok, donc pareil, comme d'habitude, on regarde le S&P 500, pourquoi ? Parce que 500 plus grosses boîtes américaines, États-Unis, plus grosse économie du monde, tu connais l'histoire. Les PE sont super hauts, actuellement on est aux alentours de 25, c'est-à-dire qu'on paye en gros 25 fois ce que les entreprises gagnent. Ben voilà, c'est fini, la phrase est finie, c'est-à-dire qu'on paye 25 fois ce que les entreprises gagnent quand on veut investir, on paye 25 fois le bénéfice globalement, quand on veut investir dans une entreprise. Donc quand on regarde historiquement, on pourrait dire que les valorisations sont hautes, en disant oulala, on regarde par le passé, quand c'est monté haut, comme ça s'est mal passé. Alors, je suis pas d'accord. Et j'ai 4 grands points, grandes explications, points vraiment à connaître quand on s'intéresse au PE ou au PER, que ça soit d'une entreprise, d'un index, d'une économie, peu importe, ça marche de la même façon, la réflexion est la même. Et on a une vraie méconnaissance, une vraie incompréhension des PE par les investisseurs classiques, alors que les investisseurs institutionnels, les investisseurs professionnels ne le regardent pas du tout de la même façon. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à réconcilier les choses. Le principe du PE, déjà, calculons-le. Comment ça se calcule ? C'est très simple. C'est les share price, donc le prix de l'action hein, en question. Quand on regarde sur un indice, on va regarder chaque action et puis on fera une moyenne, sur l'EPS. EPS, c'est le earning per share, ok ? Bénéfice par action en français. Donc ça, c'est le PE, ratio PE, price earning. L'EPS, on va s'arrêter 3 secondes dessus, c'est peut-être l'indicateur le plus important, ou un des indicateurs les plus importants sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que quand on a compris le bénéfice par action, donc l'EPS, l'earning per share, on va être capable très facilement de comparer des entreprises entre elles, mais il faut comparer ce qui est comparable, hein, on ne va pas comparer 2 secteurs qui ont rien à voir entre eux, il faut comparer des entreprises avec des dynamiques qui sont les mêmes, mais surtout on va être capable de jauger de l'expansion ou de la contraction d'une entreprise très facilement en rapportant ses bénéfices à une action. Okay ? Quand on lit un bilan, t'as déjà vu un bilan, tout le monde a déjà vu un bilan, c'est super compliqué, etc. Cash flow, balance sheet, income statement, etc., etc. Et puis on a des chiffres, on a des entrées, on a des sorties, on a de l'actif, on a de passif, on comprend en général pas grand-chose. Et puis on a, en gros, si je dois simplifier, des lignes qui sont plus ou moins importantes. On a bien sûr les ventes, okay, donc c'est les ventes globales de l'entreprise, okay, combien elle rentre de chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose. Okay. On a, quand on saute plein de lignes, on arrive au bénéfice. Alors le bénéfice, parfois, on a 2,3 milliards. B, voilà. Ok, bon, ça nous dit quoi ? L'entreprise fait 2,3 milliards de bénéfices, toujours pas grand-chose. Par contre, quand on vient diviser le bénéfice par le nombre d'actions en circulation, on a le bénéfice rapporté à une action. Et ça, c'est beaucoup plus parlant. Et ça, c'est beaucoup plus facile à manipuler au quotidien. Par exemple, une action d'une société X à $10, ok ? Si son EPS, je ne sais pas, moi, c'est 1,48, ça veut dire qu'elle produit 1,48 de bénéfices par action.
Voilà. Donc si j'ai une action, on pourrait faire un raccourci très rapide en disant que j'ai droit, je suis propriétaire de 1,48$ de bénéfices de cette entreprise. Et donc si j'ai 10, 100 000, 1 million d'actions, je suis propriétaire d'une partie des bénéfices. Ce qui est réel en fait, parce que quand je suis actionnaire, je suis propriétaire d'une partie de l'entreprise, et donc je suis propriétaire d'une partie des bénéfices, je suis aussi propriétaire d'une partie des dettes, etc., etc. Et puis, mais quand on ramène tout ça finalement à la bottom line, quand tout est calculé, quand on a tout enlevé, les impôts, etc., etc., on arrive aux bénéfices, et puis quand on vient diviser ça par le nombre de shares, d'actions, on arrive vraiment à l'essence de la boîte. Et pourquoi cet indicateur est si important que ça, et notamment pour les professionnels, c'est qu'une fois qu'on s'intéresse à l'EPS, on va pouvoir regarder ce qu'on appelle son percentage growth in English, donc son taux d'augmentation. Et ce qui va intéresser tous les acteurs qui investissent sur les marchés financiers, qu'ils soient traders, portfolio managers, ça va être de miser sur des entreprises pour qui l'EPS augmente avec le temps. Mais pas que, il augmente de « Ah oui, la boîte fait plus de bénéfices, ah oui, on a rentré plus d'argent ». Non, on a une musicalité d'augmentation de l'EPS qui est cohérente. C'est-à-dire que, oui, la boîte se développe, mais elle se développe de plus en plus tous les ans. C'est pas on passe de 1,10 d'EPS à 1,20 et on dit oh bah super, on a pris 10 centimes. On va regarder le pourcentage d'augmentation. Et ce qu'on va vouloir, c'est que ces pourcentages d'augmentation augmentent tous les ans. C'est-à-dire que la première année, on a fait 10% de PS growth, puis la deuxième année, on a fait 12, et puis on a fait 15, et puis on a fait 18. Ça, c'est sexy pour un investisseur. Parce que non seulement la boîte s'étend, augmente, grossit, non seulement le plus petit dénominateur de la profitabilité, c'est-à-dire le bénéfice par action, est important et augmente, mais en plus, il augmente de plus en plus vite. Et si en plus, on a la petite cerise sur le gâteau qui consiste à dire « Tiens, là, je fais le secteur, hop, le secteur, hop, le secteur, hop, le secteur ». C'est-à-dire que l'augmentation, quand on benchmark toutes les entreprises d'un secteur, prenons par exemple au hasard les minières, okay, si l'EPS moyen des minières s'étend, et l'EPS growth, donc l'augmentation de l'EPS pour l'an prochain, projeté de l'ensemble des boîtes du secteur, c'est, moi je sais pas, 10%, je dis chiffre au hasard, hein, ici. Et puis là c'est 15, et puis là c'est 18, et puis là c'est 22. Si la boîte dont on parle là, celle qui nous intéresse, la boîte X, bah c'est 12, 17, 21, 28, donc un petit peu plus à chaque fois en augmentation et en plus que le secteur, là on est sur une boîte qui fait envie à tout le monde. Okay, donc c'est pour ça, parenthèse, que l'EPS est si important. Du coup, étant donné que le PE est dérivé de l'EPS, c'est pour ça aussi qu'il est important. Attends, je vais pas te perdre, on retourne faire des dessins. On a dit que le PE, où est-ce qu'on l'a mis le PE? Et là, c'est le share price sur l'EPS. C'est-à-dire le prix de l'action sur earning per share. Par exemple, 10 sur 1. Bah, voilà, on a 10. Okay, c'est-à-dire qu'on est en train de payer 10 fois l'earning per share. Donc en gros, si on fait un raccourci, on est en train de payer 10 fois les bénéfices. Ok ? Très simple. Donc maintenant, quand on regarde le S&P 500 global, en ce moment, on est un PE, j'ai le graphe, je vais te le mettre juste après, d'à peu près 25. Donc on a tendance à dire qu'on va payer 25 fois les bénéfices moyens de toutes les boîtes dans cet indice-là, et puis donc ça serait peut-être un peu haut historiquement, etc. Maintenant, comment fonctionne, et tu as déjà commencé à le comprendre avec tout ce que je viens d'expliquer avant, normalement, un investisseur institutionnel, un investisseur professionnel. Il va là où il y a le flux, il va là où il y a l'argent, il va vers les boîtes qui grossissent le plus, qui produisent le plus d'argent et qui grossissent peut-être même plus que le secteur, etc. Donc en gros, c'est ça qu'on appelle la smart money. La smart money, elle investit sur des trucs smart. Elle cherche le meilleure boîte du secteur. Parce que c'est bien beau d'investir sur une boîte qui va faire, je sais pas, 20% dans l'année. Mais si les autres boîtes font 25, 30, 35, 40, valait mieux investir sur les autres boîtes en fait. Donc ce que va faire l'investisseur professionnel, l'investisseur avisé, avancé, c'est chercher non seulement les boîtes qui vont surperformer, les secteurs qui vont surperformer, et les boîtes au sein de ce secteur qui vont surperformer, le secteur et... Enfin, t'as compris quoi, hein, si je te fais un arbre comme ça, on a l'économie globale, et puis on a les différents secteurs, ok ? Il y en a certains qui performent, il y en a certains qui ne performent pas.
Puis voilà, plus tu montes, plus il performe bien, plus tu descends, plus... Mais ok, au sein de ces secteurs-là, il y a des sous-secteurs, hein, bon, il y a des classifications, hein, on s'en fout, et puis hop, ça se ramifie, puis on arrive aux entreprises. Ok ? Mais à la fin, les entreprises, il y en a une qui est tout en haut, qui a performé plus que le sous-secteur, plus que le secteur, plus que l'économie. Et puis il y en a une qui est en bas. Alors oui, elle a performé moins que celle qui a performé au top, mais elle a performé, c'est la moins bonne du secteur, du sous-secteur, mais elle est toujours bien. Après, on a des boîtes au milieu, et puis on a des boîtes en bas. Ce que cherchent les investisseurs quand ils sont longs, quand ils sont acheteurs, c'est des boîtes là, et ce qu'ils cherchent quand ils sont short, c'est des boîtes là. C'est pas des trucs au milieu pour faire peut-être, oui, un rendement. Non. Ça, c'est peut-être, oui, l'investisseur Tata Jacqueline, tonton Jean, quand il investit, il en prend une au hasard, et puis il a fait 12%, il est content. Mais l'investisseur, le vrai, l'institutionnel, le professionnel, c'est ça qu'il cherche. Okay ? Vu qu'il cherche ça, c'est pas terminé. Et il n'y en a pas qu'un qui cherche ça. Ils cherchent tous ça. Et vu quand même que sur les marchés financiers, on a quand même une concentration de gens méga intelligents, qui sont pas là par hasard et qui font de l'argent, ils vont globalement un petit peu tous au même endroit. Enfin, c'est-à-dire que quand tout le monde regarde un petit peu les mêmes indicateurs, et puis quand tout le monde fait un petit peu les mêmes analyses, et puis quand tout le monde regarde les mêmes bilans, et à partir du moment où les bilans ils mentent pas, c'est-à-dire une entreprise elle a fait tant, puis l'année d'après elle a fait tant, puis l'an prochain elle a multiplié ses clients par 2, c'est prévu qu'elle fasse tant, et puis là elle vient d'acquérir un brevet qui fait qu'elle devrait faire à peu près tant. Tout le monde voit la même chose, donc tout le monde investit sur cette boîte. Qu'est-ce qui se passe ? Le prix de l'entreprise augmente, la valorisation des parts, des actions augmente, elle passe de 10 à 20, à 30, à 40. Mais son EPS n'a pas encore augmenté, puisqu'il est prévu d'augmenter l'an prochain, puis l'an d'après, puis l'an d'après, puis l'an d'après. Donc, l'EPS est le même, la valeur de l'entreprise augmente. Qu'est-ce qui se passe ? Le PE monte. Elle passe de 10 à 12, à 15, à 20, à 30 de PE. Donc, un PE qui monte, un PE important, ne veut pas dire, comme tout le monde le dit, plein de gens en tout cas le disent, en tout cas Jean-Kévin, que l'entreprise est chère, elle est survalorisée. Non. Un PE important veut dire qu'il y a de la traction sur la boîte, que des gens veulent investir dedans et qu'ils sont prêts à payer un multiple plus important qu'une boîte avec un PE inférieur, tout simplement. Si au sein d'un même secteur, on a une boîte qui a un PE à 10 et une autre qui a un PE à 30, et que globalement, voilà, tout le monde est à 10, 12, 15, 12, 13, 9, et puis il y en a une qui est à 30, il faut aller la regarder celle-là. Et ce que dit l'investisseur débutant, c'est cette boîte est survalorisée, cette boîte est chère. C'est tout le contraire. Si cette boîte a un PE à 30, t'inquiète pas qu'il y a une myriade de gens beaucoup plus intelligents que toi et moi qui l'ont valorisée à 30. Donc si elle est à 30, il y a une raison. Je dis pas que la raison est juste ou fausse, qu'elle va pas se retourner, que peut-être il y a de l'euphorie, que machin. Il faut creuser, il faut mener l'enquête Sherlock Holmes, tu connais. Mais ça doit t'interpeller de te dire, attends, si cette boîte est à 30, alors que toutes les autres du secteur, la moyenne est à 12, qu'est-ce qui se passe ? Cette boîte n'est pas chère. Cette boîte est valorisée 30 fois ses bénéfices, pour des raisons que je ne connais pas encore, il faut que je creuse pour les trouver, mais il y a une raison, il y a toujours une raison, hein. Il n'y a aucun hasard. Okay ? Donc première chose, le PE ne signifie pas qu'une boîte est chère ou pas chère. Et au contraire, si là, j'en ai une à 30, puis tous ils sont aux alentours de 10, et puis j'en ai une à 2,4. Cette boîte-là, si elle est à 2,4, elle n'est pas value, elle n'est pas chère. Elle n'est pas « oh, je vais faire un bon coup, je vais l'acheter parce qu'elle peut que remonter ». Non, il y a une raison. Si elle est valorisée 2,4 fois ses bénéfices, peut-être qu'elle est en difficulté, peut-être qu'elle est en pré-cessation de paiement, peut-être qu'elle est en litige, peut-être qu'elle a un procès au cul, peut-être qu'elle est en train de vendre des actifs, peut-être qu'elle... On ne sait pas, pareil, il faut creuser. Mais le marché, il n'est pas débile. Des mecs qui balancent 100, 200, 300 milliards, ils ne sont pas bêtes. Ok ? Ils savent lire un bilan, il y a des analystes de partout qui ont des bacs plus 38 qui analysent tout ça. Donc, il y a une raison, il faut la trouver. Parfois, il y a aussi des exceptions à la règle. Hein. Il y a un stock YOLO où il y a des mecs sur Reddit qui disent qu'il faut l'acheter et puis ils l'achètent. Et puis, c'est pas des mecs intelligents qui ont décidé que le PE il devait être à 200, c'est des mecs bêtes. Mais peu importe, il y a une raison, il faut la trouver. Okay ? Donc ça, c'est la première chose à comprendre avec le PE, le principe du PE. Okay ? Donc, il nous intéresse parce qu'il prend en compte l'EPS. 2, il nous intéresse parce qu'il nous permet de prévaloriser une boîte, de comprendre est-ce que le PE est haut et donc elle est demandée, entre guillemets, il y a de la traction, les gens sont prêts à la payer cher, à la valoriser cher, ou est-ce qu'il est bas et donc elle n'est pas trop aimée, les gens sont pas prêts trop à la valoriser cher et donc il faut creuser. Okay ? Ensuite, autre chose, il
il faut comprendre qu'un EPS, puisque je te rappelle qu'on est sur share price sur EPS, ok. Donc, étant donné qu'on divise par l'EPS, un EPS qui monte égale un PE qui baisse, ok. Donc, si la boîte reste au même prix, mais que l'earning per share qui soit réalisé ou projeté augmente, le PE va baisser. Donc, ce qui se passe souvent avec des boîtes, c'est qu'on voit des graphes de PE, pas de prix, de PE, comme ça. Commence à y avoir de l'attraction, etc. Les institutionnels rentrent, les gens y croient beaucoup et la boîte, voilà, il y a un hype sur la boîte. Donc le PE monte très haut, par exemple, je sais pas moi, 50. Parce qu'on est en train de parier sur le futur. Ok ? Et puis, la boîte commence à réaliser des profits, gagner de l'argent, ou en réaliser plus, ou son earning per share augmente, ou il y a les analystes qui mettent à jour leurs chiffres. Et donc, on divise par un nombre plus important, donc le PE va se normaliser, et il va baisser. Mais le PE n'est pas en train de baisser parce que des gens sont en train de vendre et le prix est en train de baisser. Le PE est en train de baisser parce que le earning per share augmente. Donc le PE se normalise, on dit qu'il se normalise, ok ? Et donc il va se retrouver peut-être à 20, à 10, à 15, j'en sais rien, ou peut-être plus dans la moyenne du secteur. Donc, ce qu'il faut comprendre sur ce point-là, c'est que le PE est un indicateur dynamique, comme la température. Quand je mesure la température à 10 heures, je ne peux pas déduire que la planète se rafraîchit parce qu'il fait 10 degrés. Ça se trouve, c'est l'hiver et il fait 10 degrés, c'est normal, et puis dans 15 jours, il fera moins 5 parce qu'on sera plus en avant dans l'hiver. Et puis ça se trouve, le matin, il fait 10, et à 14h, il fera 25. Parce que le soleil va sortir, il y avait de la brume. Je ne peux pas déduire de choses sur la planète globale, ou sur mon pays, ou sur ma météo locale, à partir d'une mesure de température qui est dynamique. C'est la même chose. Je ne peux pas déduire quelque chose de global au niveau de l'économie, de S&P 500, de l'économie américaine, de l'économie mondiale ou d'une entreprise, à partir d'une mesure sans l'inscrire dans son dynamisme. On vient de comprendre qu'elle était dynamique, cette mesure. Ok ? Et encore autre chose, dernier point. La loi des petits nombres. La loi des petits nombres fait que les PE deviennent débiles. On regarde, exemple suivant, share price, je sais pas moi, 150. Et puis, on a un EPS pour cette boîte-là, parce qu'elle est toute nouvelle, ou parce qu'elle vient de passer en positif, elle perdait de l'argent, et puis elle vient enfin de passer en positif, ou alors c'est une start-up qui cramait beaucoup de cash, et puis c'est la première année où elle est rentable. Bref, on a un EPS tout petit, 0,1. Qu'est-ce qui se passe quand on vient diviser par un petit nombre ? Forcément, ça vient donner un résultat complètement débile. Donc là, on a un PE de 1500. Et là, on va se dire, oulala, cette boîte est chère, survalorisée, et vite, il faut la shorter, il faut la vendre. Quand on était un débutant il y a 30 minutes. Mais non, si le PE est à 1500, c'est la loi des petits nombres. C'est juste qu'on a divisé par un petit nombre. Et peut-être que l'an prochain, le PE va se normaliser, étant donné que cette boîte, le PS va monter à une valeur un petit peu plus normale pour une boîte comme ça, peut-être, je sais pas, 3,5. Et puis, forcément, le PE va baisser quelque part aux alentours de 40 et quelques là. Je te fais pas la division. Ok ? Donc le PE va se normaliser un petit peu de la même façon que ce qu'on a vu avant. Ok ? Donc maintenant qu'on comprend un petit peu mieux tous ces points qui sont quand même super importants sur le PE, on ne peut pas dire, quand on voit ça, que oulala, au secours, oui, le PE moyen du S&P 500, là on est à 25, la légende est là, pardon, on est à 25,7. On était monté à plus de 30 quand on était en mars-avril de 2021, de l'an dernier, on était monté à plus de 30, ça n'a pas fait flipper les gens plus que ça, à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on était dans l'euphorie, machin, tout augmentait. Donc, comprenons que cette mesure est dynamique et qu'elle veut quand même... C'est pas qu'elle veut pas dire grand-chose. Elle veut dire ce qu'on vient d'expliquer avant. C'est-à-dire qu'elle veut dire, oui, est-ce qu'il y a de l'attraction, ou est-ce que les gens sont prêts à valoriser les entreprises. Mais elle veut pas dire, oulala, mon Dieu, ça va s'effondrer. Ou, oulala, mon Dieu, ça va monter. Tout simplement. Ok ? Donc, pas de raccourci sur le PE, et quand tu entends un raccourci sur le PE, du PER du S&P 500, ça doit forcément descendre parce qu'il est bas. Bon, pas vraiment. On parlait... juste avant, du risk-on, enfin de la catégorie risk-on, la catégorie risk-off, et on disait qu'il y allait peut-être avoir une rotation entre les risk-on vers les risk-off. Pourquoi ? Parce que si les taux augmentent, forcément il va être plus simple de faire du rendement
avec peu de risques, puisque les taux ont augmenté. Donc les placements peu risqués, type globalement obligataire, vont être un petit peu plus intéressants, donc on va avoir une rotation. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a des mouvements à court terme, parce que le marché adore se faire peur, le marché adore les news, et le marché adore anticiper, donc c'est celui qui anticipera le plus. Mais quand on regarde quelque chose de très simple, qui est ça, real yield, ok, in English, you know, donc c'est-à-dire le rendement réel, donc le rendement compensé de l'inflation. Donc là, on a le taux à 10 ans américain, ok, qui est le taux sans risque, qui est le benchmark du taux sans risque, on en parle tout le temps. Là, on est quoi ? On est à moins 3,48, quoi. Donc, c'est-à-dire que, oui, le taux américain nous donne quelque chose. Le taux américain, je vais te le dire. Qu'est-ce qu'il donne, là, très précisément ? 1,77. Là, il donne 1,77 aujourd'hui, là, tout de suite maintenant. Mais compensé de l'inflation, on a un taux réel, real yield, qui est négatif. À moins 3 et quelques. Donc, on a beau avoir des augmentations, et même si on vient d'augmenter d'un point, si l'inflation ne bouge pas, on va augmenter d'un point les taux d'intérêt, on ne sera plus qu'à moins 2, et donc ça ne justifiera toujours pas un sauf qui peut au secours des actions vers les risk-off, et donc une baisse complètement dingue et importante des actions, d'un seul coup, ok, et des cryptos, puisque les cryptos sont dans les risk-on. Mais les cryptos ont des mouvements qui sont parfois corrélés, parfois décorrélés, on va en parler juste après, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe sur les cryptos. Donc, on va aussi garder un œil sur ce real yield, sur ce rendement réel compensé de l'inflation, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les taux vont monter assez pour faire en même temps mécaniquement assez baisser l'inflation, ce qui va remonter ces taux réels et donc les rendre plus intéressants? S'ils sont plus intéressants, en effet, on aura plus de gros capitaux qui vont sortir des risk-on pour aller vers les risk-off. Et là, on aura une vraie rotation, peut-être un bear market. Mais si on reste en négatif, oui, on va avoir une petite rotation, on va aller un petit peu vers les corporate bonds, etc. On va faire des réallocations, mais ça ne va pas être la ruée vers l'or ou la panique totale. Okay, donc, tout ça me fait dire qu'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je ne vois pas, et tu vois que c'est argumenté, que c'est chiffré, que c'est précis, je n'ai pas sorti de mon chapeau, je ne vois pas de crack arriver. Sauf, toujours pareil, événement macro inattendu, puisque ça peut toujours arriver, je veux dire, un 11 septembre, un coronavirus, une guerre, un Kim Jong-un qui balance un missile nucléaire, forcément, on est sur un Black Swan event, un événement macro, oui, il peut y avoir un crack, mais il peut être n'importe quand, je veux dire, on se prend un astéroïde sur la gueule, oui, les marchés financiers, ils vont dégueuler, mais ça peut arriver n'importe quand, toujours dans 100% des journées de bourse. Donc, ça n'est pas significatif. Par contre, sur les indicateurs qu'on peut maîtriser, est-ce qu'on peut regarder, est-ce qu'on peut benchmarker, on va le suivre, bien sûr, parce que c'est intéressant. Ça nous permet de déduire plein de choses, mais c'est pas fou. Bon, parlons des cryptos. Les cryptos, c'est pas fou non plus. En blanc, le Bitcoin, en bleu, l'Ethereum, là, depuis septembre. On a retrouvé le deuxième top, on avait trouvé le premier, on a trouvé le deuxième, voilà, on est sur un trend complètement baissier, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec cette histoire-là. On arrive quand même sur des niveaux qui vont être significatifs en termes de chassé-croisé, tu vois, c'est un petit peu comme les bouchons des vacances, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux où il y a plus d'investisseurs, des niveaux de support, de résistance, tu as vu, sur lesquels les cours ont tendance à pas mal buter. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de monde et on est sur des turning points, et là on y arrive potentiellement. Juste avant qu'on aille voir ça, il y a quelque chose quand même qui est intéressant, c'est que dernièrement, là sur les plus de 6 derniers mois, là, on a une corrélation qui est en train de se mettre en place. Alors tantôt, on a une décorrélation sur certaines unités de temps. Sur les unités de temps plus longues, on a une décorrélation. Sur les unités de temps plus courtes, on a parfois des corrélations plus importantes. C'est très bizarre ce qui se passe. Ce qui fait qu'on n'arrive pas trop à dire est-ce que oui ou non, la smart money, toujours pareil, les gens qui vont vraiment bouger les cours, voient ce Bitcoin comme une diversification, ou ces cryptos au sens large, comme une diversification par rapport aux autres risk-on sur lesquels ils peuvent être investis. Donc là, ça serait intéressant pour nous parce qu'on se dirait, ok,
on va avoir des capitaux, enfin pour les gens qui sont intéressés aux crypto-monnaies, on va avoir des capitaux qui vont rentrer sur les cryptos puisque c'est une source de diversification, ou au contraire, est-ce que ça n'en est pas une et donc c'est un risk-on finalement comme les autres, et donc pourquoi investir dans un truc qui n'est pas encore régulé, qui fait peur, sur lequel il n'y a pas grand monde, alors qu'on a les actions? Et c'est un petit peu ce qui se passe depuis toujours sur les cryptos et sur les cryptos au sens large. Pourquoi la big money, la smart money, les gros, vraiment la grosse, hein, le gros argent, pas les 100 millions par-ci, 200 millions par-là, les milliards, les dizaines, les centaines de milliards, pourquoi ils ne rentrent pas sur les cryptos aujourd'hui? Parce que quel intérêt finalement? C'est pas encore régulé, ça fait peur, il y a des hacks parfois, mais toi à la place, enfin, quand tu gères des milliards, t'as pas besoin de ça en fait. Et donc, on est toujours sur un jeu, là, une espèce de danse, là, entre oui, je mets en place un ETF sur les futurs, ah oui, mais non, j'y vais pas, puis hop, ça se décorrèle, et puis ça se recorrèle, et donc on sait pas trop sur quel pied danser. Et c'est un petit peu chiant pour les investisseurs crypto. Et ce que je pourrais en tout cas te recommander, si tu suis cette chaîne, si tu es sérieux, si tu cherches à te former, si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est le cas, c'est augmente ta compétence de tout ce qu'on a fait avant, en lecture des marchés financiers classiques, parce que je te garantis que là, typiquement par exemple, et c'est ce qu'on va voir maintenant, ce qui se passe sur les cryptos depuis quelques semaines, là, fin d'année, c'est complètement corrélé au marché financier. D'ailleurs, on a eu tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on vient d'expliquer avant. Oui, de plus en plus de risques de hausse des taux, donc des marchés financiers qui anticipent, des allées, des retours, etc., des baisses, on joue à se faire peur. Il s'est passé exactement la même chose sur les cryptos, avec comme d'habitude le petit bonus crypto, la volatilité en plus, bien sûr, et le manque de liquidité. Ce qui fait que les mouvements sont amplifiés, les mouvements sont encore plus dangereux, ça se pète la gueule dans tous les sens, ça fait péter des appels de marge, bref, tu connais la chanson. Donc, mais savoir lire ce qui se passe sur les marchés financiers et comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers permet de comprendre les cryptos. Parce que c'est pas en traçant 3 lignes, je persiste et je signe, sur un graphe crypto en disant il pourrait se passer ça, et puis si je me trompe, il se passera ça. Ah, le prochain niveau c'est 52, ah, le prochain niveau c'est 46, ah, le prochain niveau c'est 42, c'est bien, mais fais-le jusqu'à 18. Ça sert à rien en fait. C'est-à-dire que tu es en train de dire, en gros, tu es en train de faire une analyse qui dit si je me trompe, ça va par là, si j'ai raison, ça ira par là, donc du coup, je trace des lignes. Mais c'est ça que je déteste sur les marchés crypto, c'est que on en est rendu à faire ça parce que on n'a pas toutes les armes. T'as vu tout ce qu'on a vu juste avant, et c'est 1% de l'iceberg, de cet iceberg des marchés financiers classiques. On n'a pas toutes ces armes-là, on n'a pas toute cette théorie macro. Par contre, ce qu'on est en train de voir, et tous ces indicateurs et tous ces flux, par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a de plus en plus en effet de corrélation, et quand il se passe un mouvement de panique, de surchauffe, de dégonflage de bulles, là, comme il se passe en ce moment sur les marchés classiques, ça vient contaminer la crypto. Et donc plus vite on est capable de l'identifier, plus vite on est capable de se rendre compte de ce qui se passe précisément entre ça baisse fort, ça fait peur, je commence à avoir vraiment peur, je me casse, la méthode du cul propre, ou alors non, c'est bon, j'ai confiance, je gère mon risque, etc., etc. Enfin, toutes ces stratégies qu'on peut mettre en place, si on y voit clair, c'est quand même vachement plus simple. C'est quand même parce que les cryptos, sinon, je vois franchement la majorité d'investisseurs très débutants qui se forment en regardant des trucs gratuits sur YouTube de mecs qui tracent des traits et puis qui te sortent des théories. Il n'y a rien tu es corrélé à rien en fait. C'est-à-dire que tu es en train de spéculer sur un actif qui bouge peu, qui est peu liquide, qui est manipulé, qui est manipulable, sur lequel voilà. C'est en train de se corréler de plus en plus à l'économie. D'ailleurs, si ça se corrèle de plus en plus, et c'est ce qu'on voit là, on ne sait pas là où est-ce qu'on se trouve, les gars. Où est-ce qu'on se trouve là? Je veux dire, c'est quoi là? C'est bull run, plus bull run, votez en commentaire. Bull run, plus bull run, bear market, qu'est-ce qu'on fait là? On latéralise, on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe, on ne comprend même plus. Pour moi, là, c'est pas un bull run, c'est pas ça un bull run. C'est plus la définition du bull run où on se trouve là. On se trouve dans une espèce de latéralisation. On a l'impression qu'on se trouve, si on compare au cycle d'avant, dans le bottom. On a l'impression qu'on se trouve dans, on a perdu les moins 80 habituels du bear market, sauf que cette fois-ci, on les a pas perdus. Et puis on est dans le bottom, là, ça latéralise, ça réagit un petit peu aux annonces macro. Mais voilà. Donc, c'est difficile en ce moment, les cryptos. La corrélation, on l'a vu. Allons faire un tour, tiens,
Juste avant, on va aller faire un tour sur mon écran sur les Bitcoin, Ethereum, on va aller faire un tour sur Glassnode. Juste avant, j'avais 3 graphes que je voulais te montrer, je passe très rapidement dessus. En effet, on a des dégonflages de certaines bulles et notamment des assets qui étaient les plus spéculatifs. Ici en bleu, tu as ARK, le fameux ETF ARK, super connu de Cathie Wood, mais qui était également très spéculatif. Hein, ça, c'est le ARK principal, hein, c'est le ARK. Très spéculatif et surtout très investi sur les actifs américains et tech. Bon, bah, la tech en ce moment, étant donné que le marché est en train de se dire risk on, risk off, que le marché est également en train de se dire, ce qui se dit toujours, hein, actifs spéculatifs très grosses, donc typiquement les grosses boîtes tech américaines, ou actifs value, un petit peu plus pépère, un petit peu moins risqué et un petit peu plus défensif. Typiquement les télécoms, typiquement la santé, etc. etc. Et ben c'est ce qui se passe là. On voit que les valos, ARK s'est pété la gueule. En violet, on a les IPO. Pareil, la bulle qu'il y avait sur les IPO, les SPAC, etc., c'est en train de se détendre. Et en orange, c'est les SPAC. Donc tu vois, on a des dégonflages qui sont plus ou moins importants. On ne parle pas de crash, on parle de baisse, tout simplement. On a la même chose qui se passe sur les fintech. Là, depuis un trimestre, les fintech, pareil, étant donné qu'on est parmi les actifs les plus spéculatifs et les plus grosses, quand le marché est en train de faire une rotation vers la value ou une rotation vers le risk-off, forcément, ce qu'il y a de plus grosse est en train de plus descendre. C'est le principe de la hiérarchie des secteurs qu'on a vu avant. Les secteurs qui sont les plus grosses, on a plein de façons de classer les secteurs, ceux qui montent le plus, ceux qui sont le plus gros, ceux qui sont le plus value, ceux qui sont le plus défensifs, etc. Là, dans l'exemple où on est, ce qui est le plus risk-on, ce qui est le plus gros, dans un moment de transition où on ne sait pas trop ce qui va se passer avec des taux qui montent, etc., forcément, c'est ceux qui prennent le plus cher, et les secteurs les plus value, les plus sécures, les bancaires, etc., et tout ce qu'on a vu avant, c'est ce qui devrait surperformer. Mais attention, puisque le marché est toujours en train d'anticiper. Hein. On a vu la baisse a commencé en octobre-novembre. En octobre-novembre, on parlait des hausses de taux, mais on n'avait pas encore, tu te rappelles les dot plots que je t'ai montré là juste avant, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Hein. On parlait de hausses de taux, mais on parlait encore de 2023. On était à 2024, puis on est venu à 2023, puis on était là peut-être, c'est venu après. Le marché a anticipé tout ça. Attention, le marché est une machine à anticiper. Hein. On a eu la même chose, là c'est les techs chinoises. Pareil, les techs chinoises, depuis plus longtemps, parce que le marché chinois et les indices chinois se prennent un petit peu plus cher et ils sont, je ne sais pas si on peut dire en avance, mais en tout cas sont en bear market là pour le coup. Les techs chinoises, pareil, sont en train de se désenfler. Donc tu vois, on a des désenflements de bulles. Je mets des guillemets partout parce qu'on ne voit pas des pops, des explosions et des trucs qui pètent dans tous les sens. On va faire un tour sur le graphe juste pour aller voir les points clés dont on parlait juste maintenant, sans aller faire de l'astrophysique, d'analyse technique astrophysicienne, mais force est de constater qu'on a un énorme support là où on est, hein, dans la zone. Je vais me tracer une zone parce que c'est pas... On n'est plus sur une ligne hein, quand on est sur des unités de temps aussi longues, mais voilà, on a cette zone là entre les 42 et les 40 hein, globalement, qui est extrêmement clé. On pourrait voir plein de figures graphiques dans tous les sens, je laisse ça aux champions du monde de l'analyse graphique. Toujours est-il que si on vient péter ici, il n'y a plus trop de points de relais jusqu'à par là, quoi. Hein. Donc entre 40 et 30, globalement, c'est un petit peu complexe sur le Bitcoin. On a la même chose qui se dessine sur l'Ethereum, même si ça semble un petit peu plus diffus et un petit peu plus complet, un petit peu plus complexe, mais entre guillemets, on a quand même une zone qu'on pourrait dessiner par là, entre 3000 et 2009-2008, où on pourrait aller rechercher les 2008, et puis après, on a la vraie zone de support qu'on pourrait aller retrouver entre 2000 et 1800. La question à se poser autour de tout ça, c'est est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on va pas y aller ? J'en ai aucune idée, comme d'habitude, mais par contre, ce que je sais à 100%, et je suis sûr de ne pas me tromper, c'est qu'une bonne gestion d'actifs, une bonne allocation et une bonne gestion du risque, qui passe par ne pas amplifier ses pertes, mais amplifier ses gains, savoir couper, etc., savoir faire du cure propre, savoir ne pas rajouter du risque sur des pertes, mais rajouter du risque sur des gains, savoir parfois ne pas rajouter de risque et rester un petit peu cash, avoir une bonne allocation de son cash, savoir jouer justement avec ce risk on, risk off dont on vient de parler,
dis-toi que les cryptos, c'est le plus risqué du risque. Donc là, quand on arrive sur des niveaux qui sont actuels, chacun a son scénario. Les scénarios sont multiples. Okay, c'est clair qu'on pourrait dire oui, mais ça va rebondir. Oui, c'est potentiellement, quand on arrive sur une zone très forte comme ça, le scénario le plus potentiel et le plus peut-être réalisable, si jamais, attention, si jamais l'économie continue à bien se porter, que le marché global et la macro nous dit que ok, tout va bien et que voilà, on est content de la consolidation qu'on a fait, on repart à la hausse. Oui, il est très possible qu'on aille chercher un bottom et puis qu'on aille placer le genre de figure qu'on a placé là. Oui, c'est possible. Mais il est aussi possible, si on vient chercher plus bas, que on aille laisser le marché recharger beaucoup plus bas. Parce que qui fait le volume, encore une fois, aujourd'hui, qui fait les gros mouvements, c'est pas toi, moi, les petits investisseurs sur les cryptos, toujours pas. Même s'il y a un effet YOLO, il y a un effet de vague qui est réel sur les shitcoins, sur les meme coins, sur les trucs à la con. Là, c'est clair que c'est les petits investisseurs, c'est pour ça qu'on voit des Shiba qui explosent. Mais sur les gros actifs, la Bitcoin et Ether, voilà, c'est pas trop Jean-Kévin qui fait bouger, quoi. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Étant donné qu'on ne sait pas ce qui se passe, étant donné qu'on arrive sur un moment compliqué, pourquoi ajouter du risque ? Je sais que le réflexe de plein de gens, alors le réflexe classique du débutant, qui est rentré par exemple là, je vois plein de gens là qui sont rentrés récemment sur les cryptos, parce que il faut croire qu'il y a encore des gens qui font pas de crypto, donc ils sont rentrés récemment, ils sont en perte. Qu'est-ce qu'ils vont lire, voir sur Internet ? On va leur dire de faire du DCA et puis de moyenner. Enfin, c'est même pas faire du DCA, ça. Parce que DCA, c'est encore une autre discipline. Là, on va leur dire de moyenner la baisse. C'est-à-dire, t'es rentré là, t'es en perte, tu rachètes là, comme ça tu moyennes, tu rachètes là, tu moyennes, tu rachètes là, tu moyennes, et puis ça casse, tu rachètes, tu moyennes, tu moyennes, tu moyennes. Alors ça, oui, bon, ok, c'est infaillible dans un seul cas. Si t'as les couilles de rester longtemps, voire même très longtemps, parce que le marché, il est tout à fait capable, et on l'a vu encore il n'y a pas longtemps, il nous l'a appris, d'aller chercher très bas, plus bas, et beaucoup plus bas que ce qu'on pense, et puis d'y rester 5 ans, tout est possible. Donc voilà, il faut quand même avoir les cojones bien moelleuses, là, bien accrochées, pour le pouvoir tenir très longtemps, surtout quand tu en as trop mis. Soit tu vas couper en perte, en mode ah merde, j'ai raté ma vie, plus jamais j'investis, ou tu vas être en méga stress. Donc il faut savoir que ça va durer, faut savoir que ça va remonter, ou avoir confiance que ça va remonter, et avoir des grosses couilles. Alors que se dire, je sais pas ce qui se passe, j'attends confirmation de l'économie, du monde, des taux, des marchés actions, que ça reparte à la hausse, que voilà, enfin, est-ce que, regarde, question simple, est-ce que c'est plus dur d'investir ici, là, dans les mois qu'on voit là, il y a quoi là ? On a un an là. Est-ce que c'est plus dur d'investir là, pardon, dans ce 1 an qu'on voit là, ou est-ce que c'est plus dur d'investir là, dans ce 1 an qu'on voit là ? Alors là, forcément, il faut augmenter l'échelle. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu plus clair ce qui se passe là ? Tu vois ? Je veux dire, là, il faut quand même être un gros bœuf pour pas faire de l'argent. Alors que, en effet, là, ouais, c'est vachement plus dur de faire de l'argent déjà. Faut choper les bons mouvements au bon moment. Parce qu'on n'y voit pas clair sur ce qui se passe. Et en plus, ça latéralise, ça rentre, ça fait des trucs bizarres. Donc, gestion du risque, comme d'habitude. À chaque fois, j'attaque des façons différentes de te le dire, mais j'espère que ça rentre. J'ai 2-3 indicateurs, mais cette vidéo est déjà bien longue, donc on va y aller rapidement, mais sur la dernière vidéo, on parlait justement de la correction qui était en place sur les cryptos, et notamment, j'avais mis en avant cet indicateur qui est le pourcentage, en gros, des gens en profit. Quand on voyait qu'à l'époque où on a sorti cette vidéo, on était en décembre, on devait être par là, quelque part par là, on avait, je sais pas, 90% des gens, 95% des gens en profit. Là, on est descendu aux alentours de 80, 84, ok ? Donc, on a encore quand même beaucoup de monde en profit. Les marchés n'aiment pas trop laisser les gens en profit trop longtemps. Tu vois que quand on vient arriver à des tops, on a une euphorie qui se crée, et puis à un moment, il y a des gens qui vont prendre des profits, tu vois, il y a le moins grid des grids, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde est en profit, mais à un moment, il y en a un qui dit « Putain, j'ai fait trop d'argent, hop !» Et puis lui, il commence à faire bouger, parce qu'il y a son pote, il fait pareil, et puis là, ça commence et puis ça se pète la gueule. C'est tout simplement la théorie du FOMO, du grid, il faut qu'il y en ait un qui prenne des profits au bout d'un moment, tu vois. Donc, c'est ce qui se passe là.
Est-ce qu'on va aller chercher plus bas sur des niveaux qui seraient quand même beaucoup plus corrects historiquement, aux alentours de 50-60%? Là, il faudrait faire une distribution de statistiques là, pour voir à peu près où est la moyenne, mais je pense qu'on est aux alentours de 50-60% là, à vue de nez, ce qui serait quand même plus correct. Là, à combien d'écart type on est? Je sais pas, on doit être beaucoup trop. Donc, voilà, ça me pose toujours question. On avait le réserve risque. Alors le réserve risque, il est retourné dans des zones un petit peu plus peut-être confortables, où on voit un opportunity cost peut-être un petit peu plus intéressant, et puis un risk-reward un petit peu plus intéressant sur les potentiels investissements. Mais on n'est pas encore dans une zone de contraction, on va dire, d'amélioration, d'embellie de ce réserve risque. C'est-à-dire que là, on est entre deux, en train de se dire oui, est-ce que les trades sont intéressants, hein, globalement. Et puis le stock to flow, juste je te le remets, parce qu'on en avait parlé, tu te rappelles peut-être, avec ma petite blague du caca, de mon caca dans un saladier. Tu vois, on était en train de dire que une belle théorie est toujours capable de dériver de sa belle théorie, tout simplement. Hein. Les événements sont toujours capables de nous montrer, de nous porter tort et de nous montrer qu'on n'a pas raison sur les marchés financiers. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Sur le réserve risque, on est très loin de la théorie. On est très loin de la théorie statistique, de là où on devrait se trouver maintenant. Tout ce qui est rare n'est pas forcément cher, surtout dans des conditions de marché compliquées, et quand les gens sont en train de se poser des questions, et quand la big money, la smart money, est en train de se poser des questions également, et de refaire ses allocations, tout simplement. Si je dois mettre un point final à cette vidéo, avec tout ça, j'espère qu'on a eu le temps de péter la gueule du pouce, de s'abonner à cette chaîne, parce que ça aide et au référencement, et à ce qui va arriver plus tard, parce que je te prépare des trucs pour 2022, mon pote, t'es pas prêt. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation de pré-crack, sauf facteur Black Swan inconnu au bataillon type météorite. Mais là, rien ne me montre, dans tous les indicateurs que je t'ai montrés et dans tous ceux que je peux étudier de mon côté, que le marché est plus peur que ça. On est dans une correction qui est saine et on est dans une rotation sectorielle et une rotation du risque. Ça, c'est sûr. Oui, les banques centrales vont agir, et tant mieux, puisqu'on voit qu'historiquement, une augmentation des taux dans un contexte économique correct, qui n'est pas accompagné ni d'une hyperinflation, ni de problèmes immenses type guerre, comme on a pu connaître par le passé, crash pétrolier, etc., c'est plutôt sain. Et les actions suivent finalement les taux, à long terme et historiquement. Attention avec les prophéties beaucoup trop rapide de dire il fait 11 degrés donc c'est l'hiver. Non, ça se trouve il y avait une vague de froid, parce que le PE, comme la température, c'est une mesure à un instant T qui est dynamique, mais si tu ne la traites pas comme une mesure dynamique, tu ne la comprends pas. Les cryptos sont les actifs les plus riscon des riscon, et donc il faut les traiter comme tels, ne pas être forcément all-in, ne pas être forcément overexposé, avoir conscience que même si tout le monde dit que ça peut pas arriver, ça peut arriver. D'ailleurs, il y a de plus en plus de chances que ça arrive quand tout le monde dit que ça peut pas arriver, qu'un marché peut rester baissier très longtemps, qu'un marché peut aller très bas, qu'un marché peut être très volatile, et plus il est risqué, plus il est volatile. Et on le voit et plus il est volatile, plus il est risqué. Hein. Je te rappelle les deux faces d'une même pièce, top, je te le remets là. Et on le voit avec le marché crypto. Donc allocation, contrôle du risque, c'est les bonnes résolutions, même si ça sert à rien, on le sait, mais c'est voilà, pour les marchés, pour la team rentable, on a quelques résolutions qui servent à quelque chose, comme d'habitude. Que dire de mieux? L'avenir, c'est nous, hein, toujours plus. Toujours, je te rappelle que 1000 likes pour la vidéo de demain sur les NFT, métavers, etc. Je suis très content de te retrouver la team, tu vois. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo. Je suis content. Allez,